pas répéter ce que j'ai dit l'autre jour, mais je me sens vraiment chez nous. Pas seulement parce que je suis né à Colmar, parce que Turkheim, Winsenheim, c'est le lieu où j'ai mes traces, pas mes racines, mais mes traces. Et puis là, pour moi, il y a quelque chose d'extraordinaire d'être de nouveau dans cette salle où j'ai fait un certain nombre de recherches, dans cette salle précisément. Et je l'ai dit l'autre jour, mais ça je tiens à le répéter, que Monique Epstein et moi-même, nous avons toujours été accueillis ici avec une gentillesse, une disponibilité. Je vois le conservateur actuel, mais des anciens aussi. Vraiment, le mot de Heim, ça veut dire quelque chose. Eh bien, on se sentait à la maison ici. Alors, je vais en introduction simplement vous dire, c'est peut-être un peu impudique, mais vous dire comment Yossel de Rosheim, dont je donne les deux dates, 1478, 1554, comment Yossel de Rosheim, qui était banni en quelque sorte et de l'histoire et de la mémoire de l'Alsace, mais qui était aussi banni de la mémoire juive de l'Alsace, comment il est revenu chez lui. Je voudrais aussi, avec vous, m'interroger pour savoir pourquoi. Et pour moi, il y a quelque chose d'assez miraculeux. Cette figure a été accueillie bien au-delà de l'ouvrage dont on vous a parlé, puisque l'exposition qui a été admirablement complétée et qui en fait presque quelque chose de neuf à Colmar, elle a été à Rosheim, à Strasbourg, à Haguenau, à Sélestat, avant que de rejoindre Mulhouse, et elle a été du côté allemand à Erfurt, à Speyer, à Essen, à Worms, Augsbourg, avant que de rejoindre Karlsruhe et Luxembourg. Donc il y a là quelque chose d'assez étonnant. Pourquoi cette figure, une figure là du 15e et du 16e, qu'est-ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui? Bertolt Brecht a dit une phrase que tout le monde répète, peut-être à juste titre, malheur aux peuples qui ont besoin de héros. Certes, il y a du vrai, mais peut-être en nuançant son propos, je dirais aussi malheur aux peuples, aux collectivités, qui n'ont plus de figure de référence qui, quelque part, les oblige aujourd'hui. De figures de référence aussi qui leur aident à s'orienter et à faire sens de leur propre expérience. Alors, il y a là quelque chose de paradoxal. Pourquoi un homme 15e, 16e nous aiderait-il à faire sens de notre existence présente? Yossel est un personnage qui, et je n'aime pas je récuse un peu l'adjectif, n'est pas un personnage fascinant. Dans le mot fascinant, il y a l'idée d'une figure qui, quelque part, s'impose au point de pétrifier et qui vous laisse méduser. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Joseph Yossel est un homme d'abord d'une grande richesse humaine, et là c'est important. C'est un homme d'une curiosité et d'une rigueur intellectuelle. C'est le deuxième caractère, nous verrons tout cela. Et puis, j'allais dire, il nous rejoint, il nous interpelle aussi, parce que non seulement il nous entraîne à réfléchir avec lui, mais aussi à agir. Et il nous rend responsables de nos actions. Et surtout, pour moi, c'est une figure principielle qui a tout son sens aujourd'hui, parce que c'est un homme d'une rigueur sur le plan moral, sur le plan éthique, notamment à l'égard de sa communauté, qui est tout à fait exemplaire. En introduction, je dirais comment nous avons été amenés à travailler sur Yossel, à nous intéresser à Yossel. Et ça m'intéresse parce que ça montre comment, en histoire, le hasard, les péripéties font que quelque chose se passe qui n'était pas prévu, qui n'était pas planifié, et ce quelque chose, eh bien, c'est un itinéraire de la personne qui, moi, m'a entraîné dans cette aventure. C'est la personne avec qui ce livre a été, de Selma Stern, traduit et, j'allais dire,
complété, contextualisé par une cinquantaine de pages, eh bien, comment cette personne, Monique Epstein, a rencontré Yossel, tout simplement parce qu'elle a des ancêtres à Rosheim. Et elle est venue travailler, elle est originaire à la fois de Ginsenheim, mais aussi de Strasbourg, et en travaillant à Strasbourg, aux archives, en 2004, le soir, dans son hôtel, elle consulte un numéro de Saison d'Alsace. Alors, honte à moi, ce numéro de Saison d'Alsace était consacré à Rosheim. Il a été publié sous ma direction, avec un article de Francis Rapp qui résumait l'ouvrage de Selma Stern, et je dirais que pour moi, la rencontre ne s'est pas faite quand j'ai publié cet article. Et il a fallu que Monique s'interroge sur cette personne, essaye de comprendre pourquoi on était dans une telle ignorance pour que quelque part on se remette à travailler. J'étais d'autant plus coupable que j'avais dans ma bibliothèque 2 exemplaires de la biographie sur Josselmann de Rosheim par Selma Stern, historienne de l'autre côté de Kippenheim, qui avait dû fuir pendant la guerre, et c'est très intéressant aussi, de la même façon que Monique Epstein, qui a eu une éducation chrétienne, Notre-Dame de Sion, a, en travaillant sur sa généalogie et sur Yossel, reconstitué sa personnalité juive. De la même façon, j'allais dire, il y a là chez Selma Stern, exilée aux États-Unis, partant très très tard, en 1941, elle a quitté Kippenheim, elle s'était promise de plus jamais revenir en Allemagne. Et puis, c'était une enseignante de très grand rang. Et puis, quelque part, ça l'a travaillé. Et le moyen pour elle de se réconcilier avec l'Europe, ça a été de travailler sur Josselmann de Rosheim. Donc, vous voyez, il y a là déjà des gens qui ont reçu, qui ont pu se reconstruire à travers un travail sur Josselmann de Rosheim. Alors, je voudrais d'abord, en premier lieu, dire ce qu'on sait de sa biographie, quelques éléments. On ne sait pas tellement de choses, parce que c'est un homme qui a été toujours très avare en parole sur lui-même. Nous savons en tout cas que sa famille paternelle est d'origine française. Et elle vient d'une petite ville dans la Bresse qui s'appelle Louhans. C'est dans cette petite ville qui est le berceau de sa famille paternelle. Du coup, on l'a connu et il a signé Gershon de la famille de Louhans. Et un des descendants, dont on peut voir aujourd'hui encore la tombe au cimetière de Worms, son petit-fils, le rabbin Elia Baal Shem de Worms, qui est un kabbaliste, un mystique, mais dont on a encore la tombe aujourd'hui au cimetière de Worms, lui aussi se fait appeler de Louhans. Et en rapport avec un personnage important dans cette famille, qui est Jacob ben Yochiel Louhans, qui est le médecin personnel de l'empereur Frédéric III. Et c'est ce médecin personnel de l'empereur Frédéric III qui va apprendre l'hébreu à quelqu'un que vous avez probablement rencontré tout à l'heure au cours de la visite, à Johannes Reuchlin. C'est lui qui lui a appris l'hébreu. Donc il y a un lien entre Josselmann de Rosheim, Reuchlin et cette figure du médecin personnel de Frédéric III. Cette famille, alors, habite pour partie, elle quitte la France, elle habite pour partie, pas loin d'ici, à Endingen, dans le Kaiserstuhl. Mais là, la mémoire et l'histoire est tragique. Les 3 grands-oncles de Josselmann, Elia, Aberlin et Marcolin, sont
à la suite d'une accusation, et ça va revenir, et c'est ce qui explique peut-être pourquoi il en fait un objet de combat permanent, vont à la suite d'une accusation de meurtre rituel, ces 3 frères vont être torturés sur la roue, vont être mis à mort et traînés à la queue d'un cheval à travers les rues d'Endingen. Et donc à ce moment-là, le père de Gershon, qui est encore très jeune, s'enfuit et vient en Alsace. Et pourquoi l'Alsace? Il vient à Obernai, parce que l'Alsace, à l'époque, hébergeait déjà une communauté juive relativement importante, mais surtout, le grand avantage de l'Alsace à l'époque, c'était le lieu le plus morcelé du Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire que, à la fois les maisons de Habsbourg, les ducs de Württemberg, du pays de Bade, du Palatinat, du Hanau-Lichtenberg, tous y possédaient leur petit comté, leur bailliage, leur seigneurie. Si bien que lorsque les Juifs étaient traqués, persécutés dans l'une de ces seigneuries, ils rejoignaient l'autre. Et du coup, c'était un lieu refuge, et notamment, il y avait aussi, et dès cette époque, les villes de la Décapole ont joué un rôle important, et vous savez très bien que Colmar, comme Turckheim, comme Münster, comme Kaisersberg, faisaient partie donc de ces villes de la Décapole. Pourquoi on les accueillait, les Juifs, dans ces petites seigneuries ouvrières? Parce que quand on avait besoin d'argent, et qu'on avait besoin d'avoir de la monnaie pour que le commerce puisse exister, les Juifs qui avaient comme seul droit à l'existence le prêt d'argent, je dis bien comme seul droit à l'existence par le prêt d'argent, pouvaient s'en sortir en prêtant cet argent. Avec quand même des aléas, les parents de Yosselman ont dû s'enfuir un moment à cause de la soldatesque et rejoindre, ils ont passé une année dans des conditions relativement difficiles au château du Haut-Bas, près de Saverne, et puis à la Petite-Pierre, au château de la Petite-Pierre où ils ont été accueillis. Ça, c'est le côté du père, du côté de la famille. Du côté de la mère, c'est Haguenau. Et là, c'est une famille assez importante. Sa mère descend d'un leader spirituel qui s'appelle Shlomo Spira, qui est à l'origine de toute une lignée d'érudits. C'est probablement à Haguenau que Yossel passe son enfance, sous la direction d'un rabbin qui aussi fait partie d'une lignée importante, c'est le rabbin Louria, qui lui enseigne, et ça va être sa force. Yosselman est un connaisseur de la Bible, du Talmud, des commentaires sur la Bible. C'est un homme qui a acquis dans son enfance, plus des textes mystiques, une connaissance tout à fait remarquable. Et pourtant, cet homme n'a pas pu n'a pas eu la possibilité d'exercer un autre métier que prêteur d'argent, et il s'établit alors à Mittelbergheim, dans la petite cité de Mittelbergheim, où il est prêteur d'argent, mais déjà avec une caractéristique, c'est quelqu'un qui se plie à des règles morales extrêmement exigeantes. Ça, c'est l'enfance. Et puis, vous me direz comment cet homme qui a cette ascendance va finalement être à la tête, puisque à l'autre bout de son aventure, il va être le représentant de tous les Juifs du Saint-Empire romain germanique. Alors, comment depuis Mittelbergheim, Großheim, être appelé à jouer ce rôle, et notamment, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est le seul représentant élu par l'ensemble des communautés juives du Saint-Empire romain germanique. Donc pas du tout imposé par l'empereur, mais élu d'un commun accord, et ça ne s'est pas fait comme ça, d'une façon, les comportements, les intérêts entre les communautés n'étaient pas toujours iréniques, il ne faut pas se représenter un monde uni. Alors, sa vie active, elle débute lorsqu'il a 30 ans. Les habitants d'Obernai
sont mis à la porte de la ville, sont expulsés par leurs concitoyens qui s'emparent de leurs biens, qui les chassent. Cette population d'Aubernais juive erre dans les champs alentours, elle ne peut plus retourner dans sa maison, les maisons sont mises à sac, ils sont chassés misérablement. Et ils s'adressent à un homme de 30 ans qui habite tout près, à Mittelbergheim, Yosselmann, et lui demande d'intervenir pour eux. Et alors, ce qui m'importe là, dès le départ, Yosselmann intervient, mais d'une façon qui va être la scène pendant tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'est pas un suppliant, qu'il n'est pas quelqu'un qui implore la pitié, la mansuétude et la clémence, mais c'est un homme qui va se révéler comme une espèce d'avocat passionné qui défend la cause difficile des siens, notamment en invoquant le fait que les Juifs de l'époque ont le titre, et c'est très important, de serviteurs de la Chambre impériale. Ils sont donc sous la responsabilité de l'empereur, qui est le garant de leur existence. Et les contrats signés avec les villes sont entérinés par l'empereur et son représentant, qui est le vice-bailli, qui se trouve à Haguenau. Donc, si vous voulez, on n'a pas affaire aux juifs honteux, aux juifs suppliants, aux juifs qui en appellent. On a affaire dès le départ, et ça sera son attitude tout au long, de dire voilà quels sont nos droits, voilà ce que nous garantit la législation. Nous avons, nous, à respecter les exigences de cette législation, mais vous avez, vous, municipalités, ce qu'on appelle le magistrat à l'époque des villes, vous avez à respecter ces clauses. Nous ne demandons que ce qui est notre droit, pas plus, mais vous ne pouvez pas y déroger. Et à partir de cette réussite-là, il obtient que l'empereur intervienne pour que les familles puissent de nouveau réintégrer Aubernais, et j'allais dire qu'à partir de là, cet acte-là, sa réputation n'est plus à faire, il ne s'appartient plus, ce succès-là lui a conféré une certaine célébrité. Alors, à partir de là, j'ai dit, il ne s'appartient plus, parce que pendant 40 ans, cet homme va parcourir, je dis bien parcourir, les routes d'Europe, la plupart du temps à cheval, accompagné d'un serviteur, mais les routes n'étaient pas sûres, il pouvait être attaqué à tout moment. Et puis nous verrons qu'il y a une occasion où il fait un énorme voyage à pied. Il s'est rendu d'abord, sur demande de l'empereur, à de très nombreuses diètes impériales. Il dut donc entreprendre de longs, de périlleux voyages à Worms, à Augsbourg, à Ratisbonne, à Spire, à nouveau à Augsbourg, etc. Parce que chaque fois, le problème du prêt d'argent se posait. Et c'était lui, l'avocat de ces communautés, qui expliquait pourquoi, alors qu'ils en étaient réduits à cette seule occupation, il fallait les préserver, autrement il n'y avait plus aucune possibilité pour les Juifs de vivre dans ce pays. C'est donc un avocat passionné qui plaide l'innocence de ses frères menacés d'expulsion, et le deuxième thème qui l'amène à intervenir jusqu'à Vienne, jusqu'à Prague, jusqu'à Breslau, Berlin et puis Bruxelles, c'est, et je reviendrai un peu plus loin après, c'est l'accusation récurrente qui continue, je dis malheureusement jusqu'à nos jours, de crimes rituels, de crimes commis, alors j'allais dire dramatiquement dans les jours d'aujourd'hui que nous vivons, c'est-à-dire les Juifs sont accusés de tuer un enfant chrétien avant la Pâque juive pour mêler le sang de l'enfant innocent au matzot, au pain azim qui sera consommé le soir de la scène pascale, du Seder pascal. C'est une espèce d'obsession que je développerai tout à l'heure. Ça, c'est le type d'accusation qui le mobilise constamment. C'est cette accusation qui a causé la mort de Sécampo. Et puis la deuxième
accusation est celle de profanation d'hostie des Juifs. Et on a un tas de gravures, de pièces de la Passion qui représentent, jouées sur le porche des églises, des gravures où on voit les Juifs en train de transpercer l'hostie. Soi-disant, les Juifs le faisaient parce que, ce faisant, ils faisaient saigner à nouveau le corps supplicié du Christ. Je ne sais pas si vous comprenez bien, pour un Juif, je vais vous choquer, mais ça n'a aucun sens. Ni l'un ni l'autre. Ce qui lui est le plus interdit pour le Juif, c'est la consommation de sang. On rapproche donc arbitrairement ce qui lui est le plus éloigné, le Juif responsable du sang, et prenant jouissance à verser le sang. Et puis, pour le Juif, la transubstantiation, ça n'existe pas, il faut bien voir les choses, et que faire souffrir en transperçant une hostie, ça ne répond à rien. Vraiment. Ce qui montre combien, et c'est ça qui est important aussi, je pense, pour l'Europe d'aujourd'hui, combien des travaux de l'imaginaire qui répondent à un imaginaire qui répond à des stéréotypes, à des pulsions de haine, peut être mobilisé au-delà de toute raison. C'est vraiment ce que je crois que c'est important pour nous aujourd'hui. Et vous verrez qu'il se met en route. Chaque fois, la peine encourue pour les accusés ou de meurtre rituel ou de profanation d'hostie était la mort. Alors, il se met en route et ce n'est pas une saga triomphale du tout. En 1529, il va en Moravie, à Pössing en Moravie. Un enfant avait disparu. On le retrouva, cet enfant, vivant. À peine les accusés juifs avaient été brûlés. Donc, il arrive trop tard, mais il arrive à ce moment-là à sauver les Juifs de Marschbeck, qui est la communauté d'à côté, qui a été accusée d'être complice. On retrouve l'enfant, donc on arrête. Mais ceux de Moravie, de Pössing, sont mis à mort. Il arrive trop tard. En 1535, en Schlesien, en Silésie, vous voyez, partir de Mittelbergheim, Rosheim et aller jusqu'en Silésie, le chef de la communauté juive est impliqué dans un procès. Cette fois, c'est assez large, cette accusation-là, de sorcellerie. Mais vous voyez, c'est lié. Le juif est du côté du maléfice, de ce qui peut nuire. Le chef donc de la communauté juive est impliqué dans un procès pour sorcellerie et il est aussitôt condamné et brûlé. Son martyre fut suivi d'arrestations en masse et là, Yosselman arrive à sauver les accusés, les autres, et à les faire acquitter. Donc, il y a autant, je pourrais vous donner, j'ai une longue liste, autant d'échecs relatifs de cette mission que de réussite. Pourquoi? Parce qu'il y a là quelque chose qui est de l'ordre j'allais dire, de la conduite du maléfice des autorités. Généralement, elles faisaient exécuter tout de suite, dès le lendemain, l'appareil judiciaire faisait exécuter la peine. Pourquoi? De façon à ce qu'une intervention auprès de l'empereur, auprès du pape, mais auprès d'autorités ecclésiastiques qui étaient contre, il faut bien le savoir, échoue, ils étaient déjà mis à mort. On pouvait intervenir auprès des autorités administratives et là, surseoir à des condamnations, mais pas généralement auprès de l'autorité judiciaire. Je vous ai dit que la plupart du temps, c'était un trajet long, difficile, à cheval, mais il lui est arrivé une fois aussi d'aller à pied de Mittelbergheim à Prague. Et là, c'est l'autre aspect du personnage. Il a estimé qu'il devait marcher, prier, dire des psaumes en allant rencontrer les responsables de Prague pour sauver la communauté qui était menacée. Il y est arrivé
et il a été persuadé que Dieu est intervenu en sa faveur pour sauver ces gens. Que son sacrifice, il y a donc une dimension chez cet homme rationaliste, qui argumente, qui instruit un dossier en quelque sorte, un aspect aussi mystique, qui est, je trouve, tout à fait intéressant parce que, et c'est ce qui a intéressé au plus haut point Monique Epstein et qui fait que dans une maison de 3 étages où il y a des milliers d'ouvrages sur le judaïsme qu'elle a acheté par la suite, un de ses thèmes, ça a été cette tension entre la rationalité, la foi, la rationalité et la foi et la mystique. Et chez Yossel, il y a cette tension qui fait que ce n'est pas un mystique qui décolle quelque part, c'est un homme ancré dans son temps, et en même temps qui a cette dimension spirituelle. Donc voilà, grosso modo, je vais aller un peu plus rapidement. Son itinéraire, sa personnalité, je l'ai déjà dit, il s'impose comme le chef des Juifs d'Allemagne, Befehlshaber der deutschen Judenschaft, élu par l'ensemble des communautés, mais il a un contrat avec ces communautés. Il ne prendra pas de décision, alors ça aussi il faut peut-être réfléchir pour aujourd'hui, il ne prendra pas de décision qui engage le judaïsme du Saint-Empire sans consulter les responsables des communautés. Mais en dernier lieu, c'est lui qui tranche. Il estime qu'on ne peut... Il faut savoir prendre des décisions, mais après avoir écouté, après avoir entendu les autres et décidé en responsabilité. C'est un des aspects de cet homme qui fait que, j'allais dire, je pense qu'il a quelque chose à nous dire aujourd'hui. Autre aspect par lequel, dans sa personnalité, où il a quelque chose à nous dire, c'est que cet homme est très proche, je l'ai dit, de certains courants mystiques juifs. On les appelle les Chassidei Ashkenaz, les pieux, les purs de la vallée du Rhin, Ashkenaz. C'est donc un courant spirituel mystique, mais qui est très très proche des mystiques rénans. Et il y a une influence très forte entre les mystiques juifs et les mystiques chrétiens rénans de la vallée, donc de la vallée du Rhin. À une différence près, que je revendique aujourd'hui, qui intéresse les juifs d'Alsace et de Lorraine, je suis très chauvin, vous voyez, par moment, par rapport aux autres communautés, c'est qu'il ne soutient pas du tout l'aspect ascétique de ces courants mystiques. C'est quelqu'un qui refuse l'ascèse, qui refuse le sacrifice du corps, qui refuse qu'on malmène le corps. Il y a là, au contraire, un respect du corps qui doit être habité par l'enseignement, d'un corps qui doit vivre et qui doit être respecté. Donc, à la différence des Chassidei Ashkenaz, de l'autre côté du Rhin, et des mystiques rénans, partiellement, c'est quelqu'un qui ne dévalorise pas le corps, qui ne dévalorise pas la sexualité, pour qui ça relève du côté de la vie, et une vie qui doit être respectée, valorisée, complètement. Donc ça, c'est un aspect de sa personnalité. Je vais entamer, je dépasserai, si vous tenez le coup, je ne dépasserai pas l'heure, ça va, je peux prendre une heure, sinon vous me faites signe que... Je voudrais simplement, en troisième lieu, avoir vu sa vocation, sa personnalité, m'intéresser au fait que, pourquoi j'ai ajouté, c'est pas pour racoler un auditoire présent à son temps, oui, vous l'avez vu, mais je voudrais vous montrer pourquoi il est présent à notre temps. Pour moi, c'est un témoin et un acteur d'une Europe qui essaye de se construire. Tiens. Ça nous dit quelque chose, hein, une Europe qui essaye de se construire et qui a beaucoup de difficultés. Il est contemporain d'un monde qui est tiraillé, d'une part, et là aussi, entre l'obsession d'unité d'un vaste empire autrefois cimenté par une croyance commune, et on se rend compte combien ce rêve d'empire, les derniers
c'est anachronique ce que je fais, c'est pas très faire, mais enfin, quand on voit comment cette pulsion à reconstituer, par exemple, un empire russe à l'heure actuelle, je veux dire, reconstruire une unité sur une mystique nationale, même religieuse orthodoxe, qui est instrumentalisée à d'autres moments, il est là, pris devant une Europe qui, un monde tiraillé entre une obsession d'unité d'un vaste empire, mais qui était autrefois cimenté par une croyance commune, mais qui ne l'est plus dans son temps, et la tentation des différents pays, des différentes communes, d'une revendication d'autonomie. On veut se débarrasser de la tutelle de l'empereur, on ne veut plus être soumis à des ordres qui viennent de la cour impériale, même s'ils sont relayés pour l'Alsace par le vice-bailli de Haguenau. On veut qu'émergent des corps intermédiaires, des entités singulières, et du coup, une revendication dans toutes les cités, y compris Colmar à l'époque, pour s'affranchir de l'autorité impériale, pour aussi des forces émergentes sont là. Il y a une compétition à Colmar, à Strasbourg, dans toutes ces villes, entre les forces religieuses, les nobles, la bourgeoisie montante, les artisans, tous veulent participer au pouvoir. Et j'allais dire, le seul accord qu'il y a entre ces groupes qui sont engagés dans une compétition pour un pouvoir, le seul accord, il n'est pas unanime, il ne faut pas que j'exagère non plus, c'est de s'allier contre les Juifs, de s'en servir, l'expression de Léon Poliakov, comme éponge à finances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les Juifs étaient les seuls autorisés, encouragés et protégés à faire du commerce. Ils amassaient l'argent comme une éponge et de temps en temps, l'autorité appuyait sur l'éponge et l'éponge dégorgeait ceux qui avaient été accumulés, c'est-à-dire qu'on mettait les Juifs à mort, qu'on les brûlait, et quelque part, ça permettait de s'enrichir, bien sûr, sans transgresser l'interdit d'usure et d'exploitation du dogme chrétien. Donc, il est là dans cette Europe qui est tiraillée entre l'unité et les revendications particulières, mais là aussi, j'y ai déjà fait allusion tout à l'heure. Ce qui me frappe, c'est qu'à ce moment-là, j'ai dit, bon, ce sont les Juifs qui font les frais de l'opération. Oui, parce qu'il y a une véritable obsession de la pureté. Dans le terme, je vous renvoie au terme Judenrein. Judenrein, ça ne veut pas dire seulement débarrasser de la présence juive, hein, ce qu'était l'Alsace dans la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs, c'était Judenrein, mais dans Rhein, il y a pureté. C'est une Alsace, une oreille purifiée de la présence des Juifs, de cette souillure que représentent les Juifs. Et ça, c'est dramatique parce que cette obsession-là, je la trouve à l'époque aussi bien dans les pays de tendance catholique qui veulent expulser les mécréants que chez les princes protestants germaniques. Deuxièmement, je dirais que Yosselman est en second lieu notre contemporain parce qu'il fait de la morale, de l'éthique, un impératif catégorique au sens kantien. L'une des préoccupations majeures de Yosselman, et c'est ce qui lui vaudra pas seulement les amis parmi les Juifs, fut d'inscrire l'activité économique, et plus spécialement le prêt d'argent, seule profession concédée aux Juifs, dans des règles contractuelles strictes et contraignantes. À deux reprises, lors de la diète d'Augsbourg de 1530 et l'autre diète d'Augsbourg de 1536, Yossel réunit les représentants de toutes les communautés juives, mais ça va jusqu'à Vienne, ça va jusqu'à Prague du Saint-Empire, pour qu'ils s'engagent à se comporter honnêtement
selon les obligations qu'ils avaient acceptées. Et dans ce qu'on appelle la lettre de consolation, c'est une lettre qu'il adresse aux Juifs de Hesse qui vont être expulsés malgré l'avis, le soutien qu'ils avaient espéré de Bucer, mais qui ne va pas s'engager pour eux. Il rappelle à ses coreligionnaires de Hesse que nul prêteur d'argent n'est autorisé à faire des bénéfices au-delà de ce qu'il lui faut pour survivre, pour subvenir à ses besoins. Quiconque prélève un intérêt élevé, de peur de perdre son argent, de dire ben, demain je vais être obligé de partir. C'est comme ça que vous avez le trésor de Colmar à l'exposition qui était resté enterré, eh bien, ou parce qu'il a peur de ne pas faire des affaires le lendemain, eh bien cette attitude-là est un manque de confiance pour Yossel à l'égard de Dieu. Il va jusqu'à faire condamner, mettre ce qu'on appelle en termes juifs au Herm, le terme, exclure du monde juif les communautés qui ne respectent pas cette conduite morale. Être mis au Herm, être condamné, c'est ce que vous aviez pour quelque part ici tout près, c'est à Roufak. Roufak ayant tué ces juifs au Judenloch, et que pendant des siècles, les juifs ne sont pas retournés habiter à Roufak. Et il y a 2 mois à peu près, un juif avait été au 17e, 18e, accusé de meurtre duel et mis à mort à Glatigny, près de Metz. Les Juifs ont mis le Kherem, sans plus la condamnation sur Glatigny. On ne pouvait plus vivre dans ce lieu. Et il y a eu une cérémonie il y a 2-3 mois où la municipalité de Glatigny a demandé la présence des consistoires du rabbinat parce qu'ils ont mis un monument, une plaque, pour se repentir de la mort injuste de cet homme et pour faire repentance. Il y a donc, vous voyez, ça, c'est des continuités jusqu'aujourd'hui. Eh bien là, c'est à l'égard de Juifs qui dit ça. La communauté va être mise de côté, de Kherem, si elle contrevient à la rectitude en matière éthique. J'ai eu un jour, là c'est une parenthèse, j'ai assisté à un discours une dracha, une homélie d'un rabbin de Tunis à Djerba, où toute la communauté, il avait fait un voyage en Israël, c'était pas si commun que ça à l'époque, il y a ça 30-40 ans. Et la communauté était réunie dans la cour, et cet homme leur a dit à un moment, il faut que vous ayez une conduite honnête, il faut que vous fassiez le plus de bien possible, parce que votre comportement sculpte le visage de Dieu pour aujourd'hui, pour vos coreligionnaires, pour nous et pour les autres. Si vous faites du mal, si vous n'êtes pas honnête, eh bien, Dieu aura un visage grimaçant pour nos compatriotes. Vous voyez combien ce thème peut revenir. Yossel est un homme de ce temps-là. Je dirais encore que le troisième élément, j'y ai déjà fait allusion, je vais juste encore dire 2 mots, c'est il est notre contemporain parce qu'il est le témoin de l'obsession de purification qui saisit l'Europe à ce moment-là et qui me paraît être un des traits constitutifs de la civilisation européenne. C'est-à-dire une espèce de s'empare de l'Europe, une espèce de fureur destructrice et puis une vraie ruée vers le miracle. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Une volonté d'éradiquer la présence juive, et ça s'est d'ailleurs joué à Colmar, à Sélestat, quand les troupes suisses traversent l'Alsace, elles ont une obsession, c'est de brûler les livres juifs, comme ce qu'on a fait après 1933, et bien, faire des autodafés. Mais
au temple de Yoselheim, par exemple à Ratisbonne, eh bien, cette fureur de destruction amène les gens à s'attaquer à la synagogue, à la détruire, à la raser complètement, à raser le cimetière, à raser avec une espèce de rage frénétique le quartier juif, et puis, après, de construire une église. Et c'était pas si désintéressé que ça, parce que l'église devient lieu de pèlerinage et est censé être le lieu où s'accomplissent des miracles. Et Endingen, dans le Kaiserstuhl, où était mis à mort l'innocent petit enfant à l'époque des grands-oncles de Yossel, malgré la condamnation de l'évêché, en disant qu'il s'agissait d'un mensonge énorme, il y a eu jusqu'en 1968 un pèlerinage sur la tombe de l'enfant innocent. Il y avait une poupée en cire quand j'y étais, dans une vitrine comme ça, et on était persuadé que c'était un lieu de miracle. Alors vous pensez bien que la municipalité de Endingen et des commerçants a fait tout son possible pour maintenir ce pèlerinage qui était une source de gain tout à fait appréciable pour la petite ville d'Endingen dans le Kaiserstuhl. J'aurais pu dire, je ne vais plus développer, il y a ce que j'ai évoqué tout à l'heure aussi, cette idée qu'aujourd'hui, je vois que, à propos de la mémoire, il y a une attitude qui est un peu méprisante en disant c'est trop facile de dire qu'il y a un devoir de mémoire et que les communautés, ou par exemple dans ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, on fasse repentance. Pour moi, c'est pas le cas. J'ai trop d'exemples, notamment à partir de Yossel, où malgré la condamnation des autorités, du pape lui-même, des évêques relais, eh bien on a continué à vénérer, à organiser, à entretenir une mémoire délétère. Donc, j'allais dire, c'est l'inverse, l'attitude inverse qu'il faudrait avoir. Je voudrais aussi dire, et sans choquer personne, ce qui me frappe beaucoup, chez Yossel, c'était un autre point que je résume, c'est ce qu'il pense du dialogue interreligieux. Yossel pense qu'un dialogue interreligieux est nécessaire, mais dans certaines limites bien précises, à savoir qu'il ne s'agit pas de discuter avec l'autre de la foi respective. Chaque communauté adhère à sa foi avec une adhésion totale, mais ce qui doit être l'objet de discussion, c'est comment des enfants, des créatures, qui sont toutes des créatures d'égale dignité comme enfants de Dieu, quelle que soit leur religion, doivent vivre ensemble. Comment vivre ensemble? C'est-à-dire maintenir, respecter la particularité de la foi de chaque communauté, mais à partir de cette reconnaissance-là, savoir qu'on a accès à l'autre, à l'universel. C'est un homme de 1474, qui parle. Je veux dire, pour moi, il y a là une actualité tout à fait. Voilà. Je vais en terminer simplement en vous dire que est-ce qu'il a été reconnu de son temps? Je me suis plaint tout à l'heure en disant qu'il n'est pas présent à la mémoire de l'Alsace, il n'est pas présent à la mémoire des Juifs d'Alsace. En son temps. Bien en son temps, c'est pas si clair que ça, ou c'est pas si lumineux que ça. Il y avait dans les communautés où il intervenait, notamment avec cette attitude rigide sur le plan éthique, souvent des luttes pour le pouvoir. Ça a été le cas à Prague, et je dois dire qu'à Prague, il a été victime d'une tentative d'assassinat, mais de la part d'un groupe juif. Donc ce n'était pas non plus toujours une unité parfaite. Par contre, d'autres communautés ont parfaitement reconnu, et on a trouvé, il y a un usage que j'aime beaucoup dans les communautés juives, notamment d'Alsace et de Lorraine,
de lire à certains moments de l'année ce qu'on appelle le Mémorbourg. Vous comprenez à partir de l'allemand, vous comprenez du français, je n'ai pas besoin de traduire. Mémorbourg, mémorer, hein, faire mémoire, et bourg, le livre. Et dans ce Mémorbourg, il y a généralement, on mentionne, ceux qui se sont dévoués à travers le temps pour faire exister cette communauté, pour secourir, pour apporter quelque chose jusqu'aujourd'hui. Et voilà ce qu'on lit, et je terminerai là-dessus par une citation, dans une communauté, dans le Mémorbourg, d'une petite communauté à côté de Cologne, à Deutz, où il est écrit la chose suivante, à propos de Yosselman de Rosheim, que Dieu se souvienne de l'âme du sage qu'on appelait Yosselman, avec toutes les âmes des justes, car il n'a pas ménagé sa fortune. Il a mis sa vie en danger à maintes reprises pour intercéder en faveur de la communauté et des fidèles. Durant plus de 40 ans, il s'est rendu à la cour des rois et des princes, et à de nombreuses reprises, il a réussi à faire échec à toutes sortes de tentatives pour persécuter et faire souffrir la nation juive. Il a su aussi obtenir de l'empereur des privilèges pour tous les juifs de l'espace germanique. Comme rétribution, il n'a demandé ni argent, ni récompense, il n'a agi que pour servir Dieu, que son destin soit lié à celui de tous les autres bergers d'Israël qui, de génération en génération, se sont voués au service de leur communauté. Merci. J'ai sauté tous les rapports avec Luther et c'est une rencontre totalement manquée. Et c'est un des épisodes, je dois dire, je trouve les plus dramatiques dans la vie de Yossel et dans les rapports intercommunautaires. Il y a eu deux Luther. Le Luther qui a espéré pouvoir convertir les Juifs et qui a tout fait pour agir de la sorte, et qui a publié un ouvrage que nous avions montré à Strasbourg avec l'autre, qui dit que Jésus était, le titre, était un juif, rappelant à ses concitoyens que n'oubliez pas que Jésus était un juif. Ah, il est en bas, voilà, c'est bien, il faut me corriger. Et le même, devant l'échec de la tentative de conversion, les Juifs, peuple à la nuque raide, devant le fait qu'encore plus grave, que certains groupes chrétiens commençaient à judaïser, c'est-à-dire à respecter le Shabbat et pas le dimanche, Luther a été pris, comme il savait l'être, d'une, je ne dis pas d'une sainte fureur, j'enlève le mot sainte, hein, d'une véritable fureur destructive, et à plusieurs reprises, il a refusé de recevoir Yossel. Et Yossel lui a écrit des lettres que je trouve admirables. Il lui a dit, mais je comprends parfaitement que vous soyez d'autres opinions, mais écoutez-moi, n'écoutez pas. Et il y a une catégorie dont je n'ai pas parlé, qui a fait un tort énorme, c'est les convertis juifs. Les convertis juifs de l'époque ont été d'une ardeur de néophytes. Et il a dit, mais n'écoutez pas que les hommes, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas dire, ou bien nous serons détruits, ou bien nous nous convertissons. Vous êtes un homme qui croit en Dieu, et croire en Dieu, c'est croire en l'éminente dignité de toute créature divine. Donc,
faites cet effort-là pour nous rencontrer. Luther a toujours refusé. Tout en écrivant la lettre de réponse, My lieber Bruder Joseph. Merci beaucoup, ça fait partie des choses que je vais laisser tomber. Oui. Quelque chose m'a surpris dans ce que vous avez cité de Deutz, je crois, Oui. dans ce témoignage Deutz, c'est que on parle de nation. Oui, 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 oui. Cette expression m'a surpris. Oui, alors, vous avez bonne remarque. Le terme nation est le terme qu'on employait, y compris à la Révolution française. Les groupes différents étaient appelés la nation. Alors, en France, à l'époque de la Révolution française, on parle de la nation juive. On parle aussi de la nation protestante. Ça n'a pas du tout, votre remarque est tout à fait justifiée, madame, ça n'a pas du tout le sens que ça a aujourd'hui. Ce texte que je vous ai lu est un texte très ancien. Votre remarque est tout à fait pertinente. Oui, monsieur Donès. Je vais vous poser une question qui vous paraîtra un peu bizarre. Vous parlez ce soir, nous parlons de Joseph. Il n'y en a qu'un seul. Que s'est-il passé? Il n'y a qu'une seule personne qui a été élue par les communautés juives. Est-ce qu'il y a eu un successeur? Que s'est-il passé alors? Alors, première chose pour vous répondre, écoute, je te tutoie, je ne vais pas changer. Pour te répondre, ta question est tout à fait pertinente. D'abord, vous avez compris que la réussite de Yossel a été partielle. Il a pu sauver, mais il a aussi échoué. Et il a perdu son interlocuteur principal, et là ça reste un mystère aussi, qui était l'empereur Charles Quint. Charles Quint l'a fait venir plusieurs fois pour discuter, c'est l'inverse de Luther, pour discuter avec lui, parce qu'il y avait aussi un intérêt mystique chez Charles Quint, et que quelque part, donc, il n'a plus eu ses protecteurs, qui ont, eux, perdu, progressivement aussi, leur emprise sur l'Empire. Il n'y a plus eu de rabbin, de représentants uniques élus des Juifs d'Allemagne, du Saint-Empire et de ces différents endroits, mais après il y a eu l'histoire de chacun. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas non plus croire que l'histoire se résume à un homme et que plus rien ne se fait après lui. Ce n'est pas vrai. Je pense que dans les différentes communautés juives, il y a eu par la suite, à chaque époque pratiquement, des personnalités d'envergure, mais quand je dis d'envergure, c'est que je porte un jugement implicite et je l'assume. C'est-à-dire pour moi, ce sont des gens qui ont, comme Yossel, une culture juive très fournie, très profonde, et pas seulement littéraliste en collant au texte, mais en connaissant et les commentaires, et tels que la tradition commentée, les gloses, se sont transmises à travers le temps. Des personnes qui avaient cette dimension-là de connaissance, qui étaient aussi des gens qui avaient une culture de leur temps. Ça suppose une connaissance et un intérêt pour la culture de l'autre, et le refus de l'enfermement dans un ghetto intellectuel. Et troisièmement, qui ont été des hommes d'action qui sont intervenus pour leur communauté. Je vais vous faire un aveu, je crois que chaque thème qu'on étudie, je ne travaille pas pour l'instant sur Yossel, je suis à l'autre bout. Je travaille sur la période contemporaine, pas moderne, mais contemporaine, des Juifs d'Alsace et de Lorraine. Je découvre, non pas ma grande surprise, mais en me faisant des reproches de ne pas avoir essayé de mieux connaître ces personnalités, je vois comment des gens, des Juifs d'Alsace et de Lorraine, des rabbins, mais aussi des personnalités de la société civile,
avec ce bagage-là, ont su pendant la guerre, déjà dans l'entre-deux-guerres, puis pendant la guerre, et je voudrais particulièrement aussi rendre hommage à Colmar, au grand rabbin Fuchs, Zichrono Livracha, comment des gens ont su à être, non pas, comme si je dis, à la hauteur de l'événement, je ne leur rends pas justice, mais ont su se sacrifier, pour certains, jusqu'à la mort, pour sauver des enfants, pour sauver des femmes, des malades, des vieillards, en s'exposant, en sachant qu'à tout moment, ils pouvaient être arrêtés. Les 4/5 d'entre eux, qui ont accepté ces responsabilités, sont morts en déportation. Donc c'est un choix conscient. Je dis que pour moi, cette attitude d'une présence à l'autre ne s'est pas arrêtée du tout avec Yossel. Mais j'ai besoin, pour tenir le coup, pour vivre debout, et c'est pour ça que j'ai employé un mot qui paraissait grandiloquent, pour faire sens aujourd'hui, oui, j'ai besoin de me ressourcer, comme on dit, auprès de figures, depuis Yossel jusqu'à aujourd'hui, dont le comportement m'impressionne et fait sens pour moi aujourd'hui.